Bonjour Michel Hazanavicius. Premier mot, c'est une expression, c'est grand écart. Ça me fait penser à de la danse, d'abord. Grand écart, je l'entends beaucoup là en ce moment. Et c'est pas quelque chose qui vient de moi. Je dirais que c'est un mot de commentateur de... Ma faute, oui. Non, mais C'est un truc de journaliste. non, c'est pas ça, mais c'est une manière de commenter peut-être de quel film je sors et vers quel film je vais. Mais je me pose pas du tout les questions comme ça, évidemment. Et après un film muet, de toute façon, on est condamné au grand écart. C'est-à-dire, essayer de refaire. Oui, mais même avec OSS en même temps. Oui, mais c'est vraiment pas une volonté. C'est plus je veux aller là. Bon, voilà, et s'il faut écarter très très fort les gens, ça devient peut-être un grand écart, mais en fait, c'est pas la figure elle-même qui m'intéresse, quoi. Alors j'ajoute 3 mots pour décliner sur grand écart. C'est choix, c'est liberté, accessoirement c'est audace. Oui, parce que nous avons fait un débat ensemble sur l'audace. Choix et liberté, alors j'assume complètement, effectivement, j'essaie au maximum de respecter mes choix et de trouver les partenaires qui vont m'aider ou qui vont aller dans le sens de ces choix-là. Et ça c'est une prise de liberté, de fait. Et donc, oui, la liberté, je dirais que c'est film après film. Et ça se gagne, c'est un terrain qui se gagne et qui se perd. C'est-à-dire que quand vous faites un film qui ne marche pas, vous perdez de l'espace de liberté. Quand vous faites un film qui marche, vous en gagnez. Je pense que c'est tout le combat et tout l'enjeu du succès des films, il est précisément ici, sur ce terrain de la liberté. Je mets le mot cinéphilie, je lui ajoute expertise, je pourrais dire connaissance. Vous êtes très connaisseur du cinéma et des techniques du cinéma. Vous êtes connu pour ça. Ouais. Il y a peut-être un petit malentendu sur la cinéphilie, dans le sens où c'est vrai que j'ai mis le cinéma un peu au centre du dispositif de plusieurs films. Ça ne fait pas de moi un spécialiste du cinéma, ça ne fait pas de moi un historien du cinéma, ni même un connaisseur. Je connais des cinéphiles et je me sens immensément inculte. Enfin, quand on parle avec Bertrand Tavernier, pour ne citer que lui, c'est sans doute le plus connu, mais il a une connaissance encyclopédique du cinéma et ludique. Et je veux dire, c'est passionnant de l'écouter parler. C'est beaucoup moins passionnant de m'écouter parler du cinéma, réellement. J'en connais nettement moins. Je vais vers ce qui m'intéresse. Voilà. Par contre, sur les techniques du cinéma ou sur l'outil cinéma, c'est vrai que j'essaie vraiment de m'y intéresser, de jouer avec et d'explorer les possibilités de l'outil. Ouais, j'essaye. Référence. Référence, c'est un outil de travail pendant longtemps. En tous les cas, les deux OSS et The Artist, effectivement, il y avait un jeu comme ça sur la référence et sur le cinéma. Aussi parce que les sujets, me semble-t-il, s'y prêtaient. Dans le cas des OSS, je dirais que le sujet principal, c'était le cliché. C'était des films qui parlent du cliché, qui soient moral et politique. Et donc, il y a une illustration formelle voilà, c'est la thématique centrale. Et le film muet, évidemment, comme j'avais cette envie formelle de faire un film muet, j'ai mis le cinéma muet au centre. Je l'ai mis comme sujet du film, alors que c'était la forme qui m'intéressait. Mais donc j'ai un peu triché dans ce sens-là. Dans The Search, j'ai changé. C'est le sujet d'abord qui m'a intéressé, la Tchétchénie. Et du coup, j'ai pas voulu du tout faire le malin. J'ai essayé d'enlever l'ironie, le second degré. J'ai essayé d'avoir un rapport très direct. Voilà. Et donc il y a, me semble-t-il, il y a des influences évidemment parce que on en a tous, mais il n'y a pas de jeu sur la référence. Tchétchénie. Tchétchénie, vaste programme, comme disait le général de Gaulle.
Alors, ça pourrait être l'objet de plein de discussions, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un nom de famille, ce serait Glucksmann. C'est par la famille Glucksmann que j'ai été amené à m'intéresser à la Tchétchénie, à avoir de l'empathie pour ce peuple et à rencontrer des Tchétchènes, des réfugiés, des rescapés. Donc c'est vrai que c'est d'abord à eux que je pense. Sans doute, ou peut-être parce que je suis issu d'une famille juive ashkénaze qui a souffert de l'oppression. Ouais, de la Shoah. J'ai une empathie pour ce peuple qui s'est fait massacrer dans une quasi-indifférence générale, ou en tous les cas qui a été pris dans une espèce de faille de l'histoire et qui aujourd'hui n'a même pas la reconnaissance de ce qui lui est arrivé. Donc j'ai beaucoup d'admiration, c'est pas le bon terme, mais j'ai beaucoup de... Empathie, c'était... Ouais, d'empathie pour ce peuple. On regarde un extrait du film et on reparle. Войдите! Товарищ полковник, рядовой Гвоздев Николай по вашему приказанию прибыл. Мне стало известно, что ты хочешь уехать отсюда. Подал рапорт, чтобы уйти. Тебе что, здесь плохо? Нет, товарищ полковник. Оказывается, ты жалуешься начальству из-за этого мудака, который застрелился. Он был твой приятель, что ли? Нет, товарищ полковник. Ну, тогда ты полный дурак. В армии по-другому не бывает. Здесь как в семье. Все стоят стеной друг за друга. И помогают друг другу. Я поэтому и хотел сказать, что... Значит, ты хочешь воевать? Я не знаю, товарищ полковник. Если ты хочешь уехать, значит, хочешь воевать. Да, я хочу. Ты за кого себя принимаешь? За героя, да? А мы здесь, по-твоему, все трусы? Так? Так, да! Ты считаешь, что имеешь право требовать что-либо? Что ты в состоянии? А может быть, ты лучший друг президента? Нет, я... Заткнись, блядь! Ты и так слишком много болтаешь. Заткни свою пасть! L'idée d'indifférence, justement. Vous avez utilisé le mot, indifférence. On est dans un monde d'indifférence. Ouais, et je pense que l'indifférence est un des trucs les plus mortels. Je pense que c'est le complice premier de la barbarie. Et c'est terrible, et tout est fait pour organiser cette indifférence, c'est-à-dire que la surenchère d'informations crée une espèce de carapace où finalement chaque signal fait partie d'un bruit, et ce bruit il devient inaudible, c'est-à-dire que... Et donc il ne crée plus que ça. Je crois qu'au fond, on est constitué pour être capable d'empathie pour les gens qui nous entourent et pour à échelle humaine, mais on n'est pas outillé pour avoir de l'empathie pour le monde entier tout le temps. C'est impossible de vivre comme ça, c'est impossible. Et donc, je crois qu'on ne sait plus quoi faire de ce bombardement comme ça de détresse, de malheur, de catastrophe. Et donc on s'est créé une case, je pense, où on range tout ça d'une manière ce qui est normal, je veux dire, c'est pas du tout une critique, ce qui nous permet de vivre en fait. Et donc voilà. Et par-dessus ça, je crois qu'il y a certains éléments où cette indifférence est sciemment organisée, parfois en nous faisant croire que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité. Il y a parfois des situations, quand on a une situation avec très clairement identifié des bourreaux et des victimes, je ne crois pas que ce soit très compliqué de se positionner moralement par rapport à ce genre de situation. Et on a un peu tendance à dire mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et ce mais c'est plus compliqué que ça, parfois je le trouve assez insupportable. Oppression. Mais oppression, je dirais que c'est une des... C'est un des... Comment dire? C'est un tube des relations humaines.
Je pense à la vraiment, je trouve qu'il y a dans la fiche du film, il y a cette symbolique-là, c'est-à-dire qu'il y a le soldat russe et l'incarnation de l'oppression, au-delà de la situation ponctuelle tchétchène, enfin ponctuelle mais sanguinaire, mais il y a là quelque chose d'une symbolique totale de l'oppression. De la Shoah, vous parliez tout à l'heure. Hein, oui, mais l'oppression, je pense qu'elle prend plein de visages. Là, c'est une oppression militaire, c'est une oppression... mais d'ailleurs, il y a je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y a deux participes passés, c'est-à-dire il y a opprimé et oppressé. Et c'est assez intéressant. Je pense que chacun d'entre nous, on se crée finalement. Enfin, on vit sous une oppression, quelle qu'elle soit. Elle est plus ou moins meurtrière, elle est plus ou moins flagrante. Mais je ne crois pas qu'on puisse vivre dans une liberté totale sans oppression. Ouais. Divertissement. Divertissement, une notion très proche de mon métier, c'est-à-dire enfin très importante dans mon métier. Il y a parfois un aspect un peu péjoratif ou un peu méprisant quand on parle de divertissement. Moi, j'ai une vision très noble du divertissement et notamment de la comédie et notamment du rire en général. Je pense que c'est une activité très noble de faire rire les gens. Vraiment, je trouve que le genre de la comédie, à mon sens, est un genre très, très haut, quoi. Donc je vais y retourner avec plaisir. J'aime beaucoup l'idée de divertir. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de... divertir ne veut pas dire endormir et ne veut pas dire, lénifier. Ça se dit lénifier ? Oui, quelque chose qui est lénifiant. Oui. Ouais, voilà. On n'est pas obligé de faire des choses lénifiantes pour divertir. On peut divertir de manière... C'est Chaplin qui disait « Une journée sans rire ou sans sourire est une journée perdue ». Hein. C'était... Oui, J'ajoute, on parlait de Chaplin, je dirais Kubrick, Spielberg, Zidman, hein, le cinéma américain incarné par ceux-là. Je dirais... je dirais que à trop réfléchir à ces gens-là, on ne fait plus rien. Donc, non, mais c'est... Bon, le cinéma, pour des réalisateurs, vous êtes deux choses à la fois. Hein. Vous êtes spectateur et vous êtes réalisateur. Comme spectateur, on ne peut être qu'en admiration totale et on ne peut que vénérer ces grands noms de l'histoire du cinéma. Comme réalisateur, il faut aussi un peu s'en affranchir parce que c'est trop impressionnant sinon. Vous parliez d'oppression tout à l'heure. C'en est une. Bien sûr. Enfin, je veux dire, Chaplin, c'est oppressant. Enfin, c'est glaçant. Je veux dire. Disneyland. Demain. Disneyland, on a 4 enfants avec Bérénice. Enfin, on en a 2 ensemble, mais moi j'en ai 2. On s'occupe de 4 enfants. Donc Disneyland. Famille recomposée. Ouais, Disneyland, ça fait partie du paysage, bien sûr. Il reste peut-être 2 mots, c'est l'esprit Canal. Ouais. Là, dernièrement, c'était les 30 ans de Canal+, donc il y a une espèce de remontée comme ça d'images, d'archives, de textes, de gens, de visages. J'ai vu ça avec plaisir, en fait. Enfin, ça m'a fait plaisir. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, l'esprit Canal. Mais il y a une réflexion qui m'est venue à l'occasion de cet anniversaire, c'est que donc c'est commencé en 84, Canal+. Moi, j'y étais en 88, 89, à partir de là. On sortait d'une France giscardienne, on avait une France il y avait 3 chaînes de télé. Les gens d'aujourd'hui, s'ils n'ont pas connu cette époque-là, je crois qu'ils ont du mal à imaginer. Je crois que ça correspond à l'idée qui se font des années 50 à peu près. Et tout d'un coup, Canal est arrivé. Il y avait quelques personnes, il y avait Coluche avant, il y avait des proches, il y avait Jacques Martin, le petit rapporteur, il y avait comme ça des gens. Mais en gros, il y a une ironie, il y a un irrespect, une irrévérence, une impertinence qui est venue et qui a un peu électrifié, je dirais, la société française. Il se trouve qu'à mon avis, depuis 30 ans, cette ironie a
peut-être pris un peu trop de place, c'est-à-dire qu'elle est peut-être devenue un peu trop le discours dominant, et qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être impertinent, c'est compliqué d'être irrévérencieux, parce qu'en fait, on se retrouve vite à être dans la meute, et donc voilà. Donc comment être... l'impertinence n'a de sens que si elle est pertinente par ailleurs, et donc aujourd'hui, c'est plus compliqué, je trouve. D'être impertinent. Ouais. Je suis d'accord. Enfin, oui, peu d'accord avec ça. Un mot, une expression et on a fini. Le mot, c'est la barbe. Alors, je suis très copain avec plein de réalisateurs, mais plein. Vraiment, j'ai beaucoup. Je suis pas du tout dans un rapport de compétition avec mes collègues, et je suis fasciné par le nombre de barbes chez les réalisateurs. Je suis sûr qu'il y aura un bouquin à écrire sur le système pileux facial des réalisateurs. Certes, chiffre, le dernier, on termine là-dessus. 17 ans. 17 ans, c'est... alors là, bon, on est à Sarlat, on vient de montrer le film à des gamins de 17 ans. J'ai une fille qui a 16 ans, et on a montré le film, pardon de le ramener au film, mais on l'a montré à beaucoup de gamins de 17 ans, et je suis vraiment ravi de voir la réaction de ces gamins, ou de ces jeunes adultes plus exactement. Jeunes adultes, oui. C'est pas des gamins. Je dirais que 17 ans, c'est un moment de bascule vraiment où c'est encore des enfants et déjà des adultes. Et il y a une espèce d'ouverture très lucide et très sans concession en tout cas sur le monde. Il y a peu de résignation à cet âge-là et je suis très heureux de voir qu'ils aiment le film. Tu peux ajouter un mot ? Avec plaisir. Bérénice Bejo. Bérénice Bejo, tout le monde aime Bérénice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, Bérénice Bejo, je suis ravi de travailler avec elle. Faire partie de sa vie, oui, bien sûr. Merci Michel. Merci.